Au cours de la décennie turbulente des années 1930, l'Allemagne nazie s'est distinguée par une esthétique visuellement saisissante qui a captivé ses alliés comme ses ennemis. Les uniformes de la Wehrmacht et de la SS, conçus avec une précision quasi artistique, projetaient une image d'ordre et de discipline de fer. Les défilés militaires, où les soldats marchent en parfaite synchronisation sous la bannière de la croix gammée, évoquent un sentiment de puissance et de cohésion nationale qui trouve un écho profond dans une société avide de stabilité et de grandeur. Pouvez-vous vous imaginer devant l'architecture monumentale du Troisième Reich, conçue par Albert Speer? Des bâtiments colossaux et de vastes places publiques, destinés à durer 1000 ans, symbolisaient la grandeur germanique. Cette esthétique éblouissante, dans son apparente perfection, cachait les ombres d'une idéologie impitoyablement cruelle, dans laquelle émergeaient deux figures clés du régime nazi, Joseph Goebbels et Heinrich Himmler. Le paradoxe de cette fascination réside dans le fait qu'un régime aussi impitoyable ait pu créer une image aussi puissante et stylisée, nous rappelant le danger inhérent à l'utilisation de l'art et de l'esthétique au service de l'oppression et de la tyrannie. Comme l'a dit un jour le ministre des Lumières et de la propagande du Troisième Reich, l'esthétique nazie est un outil puissant, capable de façonner la perception du public et de consolider le pouvoir du parti. Rejoignez-nous pour plonger dans les profondeurs de l'esthétique nazie et découvrir comment elle a captivé une nation entière. Bienvenue dans les contes de Léonard de Vinci. Emblème de l'oppression, décoder les symboles du Troisième Reich. Le meilleur point de départ pour discuter de l'esthétique nazie est sans doute ses éléments les plus reconnaissables, ces symboles. Le régime nazi dirigé par Adolf Hitler n'a créé aucun de ces symboles, mais il en a redessiné plusieurs. Ces symboles, à l'origine bénins ou neutres, se sont vus attribuer de nouvelles significations sinistres et, en tant que tels, sont devenus un élément central de l'esthétique nazie et un élément crucial de la projection de son idéologie. Ainsi, des symboles anciens ont été utilisés de manière stratégique pour relier le régime à un passé romantique, tout en transmettant un sentiment de puissance et de peur. Les plus remarquables de ces symboles sont sans aucun doute la croix gammée, les runes SS et le Totenkopf, tête de mort. La croix gammée, symbole d'origine ancienne, est devenue la marque de fabrique de l'Allemagne nazie, incarnant l'esthétique et l'idéologie du régime. À l'origine, le svastika était un symbole de bonne fortune et de bien-être, largement utilisé dans diverses cultures depuis des milliers d'années, de l'Inde à l'Europe occidentale en passant par la Méditerranée. À la fin du XIXe siècle, l'archéologue allemand Heinrich Schliemann a découvert des motifs de svastika sur des objets trouvés sur le site de l'ancienne Troie. Les découvertes de Schliemann ont permis de relier la svastika aux peuples indo-européens aryens, car il pensait que des symboles similaires trouvés dans différentes cultures anciennes indiquaient un héritage commun. Son interprétation a ensuite été élargie par d'autres chercheurs et idéologues qui ont associé le svastika au schéma migratoire des anciennes tribus aryennes, supposées être les ancêtres des peuples germaniques. Sur la base de ces enseignements, les nazis ont choisi la croix gammée dans le cadre d'une stratégie esthétique plus large, destinée à unir et à mobiliser le peuple allemand au moyen d'une imagerie puissante et visuellement frappante. Cette stratégie a été élaborée personnellement par Adolf Hitler et son principal propagandiste, Joseph Goebbels, qui comprenait le pouvoir des symboles dans la création d'un sentiment d'unité et d'identité nationale. C'est pendant l'emprisonnement d'Hitler qu'il a fait de la croix gammée l'emblème nazi et le futur drapeau allemand. Il modifie la traditionnelle croix gammée noire en la tournant de 45 degrés et en la plaçant dans un cercle blanc sur fond rouge, couleurs choisies pour leur impact émotionnel et leur visibilité, mais aussi parce qu'elles correspondent aux couleurs de l'ancien drapeau allemand. Le dessin de la croix gammée nazie était simple mais distinctif, ce qui la rendait facilement reconnaissable et reproductible. Cette simplicité lui a permis d'être utilisée efficacement dans une variété de médias, des drapeaux et des uniformes à l'architecture et à la littérature, servant de rappel constant de la présence et du pouvoir du régime. Avec la croix gammée, les runes SS sont l'un des symboles les plus reconnaissables de l'Allemagne nazie. Ce symbole est étroitement associé à la tristement célèbre Schutzstaffel SS, l'organisation paramilitaire du régime dirigée par Heinrich Himmler.
À l'origine, les runes faisaient partie des anciens alphabets runiques utilisés par les tribus germaniques. De plus, elles étaient souvent considérées comme un don divin aux humains, imprégnées de profonds pouvoirs mystiques. Les runes Sigdouble, représentant des éclairs, ont été choisies comme emblème de la SS en 1933. Ces runes ont été adaptées des runes armanen, remises au goût du jour à la fin du XIXe siècle par Guido von List, qui faisait partie du mouvement völkisch idéalisant le folklore et le paganisme germanique. D'ailleurs, Heinrich Himmler, le chef de la SS, s'intéressait beaucoup à la mystique germanique et à la pseudo-histoire. Il était influencé par les théories raciales et les croyances mystiques répandues dans les mouvements völkisch, tels que ceux promus par Guido von List. Les runes SS ne symbolisaient pas seulement le pouvoir et l'autorité, mais étaient également destinées à transmettre le statut d'élite des SS au sein de la hiérarchie nazie. Sous la direction de Himmler, les SS ont adopté les runes Sigdouble des runes armanen de List, car elles étaient censées représenter le Sieg, qui signifie victoire en allemand. L'impact psychologique des runes SS est profond. La SS était l'une des branches les plus redoutées du régime nazi, responsable de nombreuses atrocités commises pendant la guerre. Les runes, avec leur design anguleux et tranchant, étaient une représentation visuelle de cette terreur. Elles évoquent un sentiment d'agression et de peur, ce qui était l'intention de Himmler depuis le début. L'utilisation des runes a également servi à mystifier la SS, conférant une aura de légitimité ancienne et de pouvoir surnaturel à ses membres, souvent présentés comme l'élite raciale et idéologique de l'avenir nazi. Ce mysticisme était encore renforcé par les rituels et les cérémonies instituées par Himmler au sein de la SS, qui s'inspiraient largement des traditions païennes et occultes. Outre les runes, les SS utilisaient un autre symbole, le Totenkopf, ou tête de mort. Pour être plus précis, ce sinistre symbole était notamment utilisé par les Totenkopfverbände, unité de la tête de mort, chargée de l'administration des camps de concentration. Cet emblème, représentant une tête de mort, a une longue histoire qui précède son utilisation par les nazis. Il a été utilisé comme symbole militaire dès le XVIIe siècle. Il figurait sur les insignes militaires prussiens et plus tard allemands, y compris sur les uniformes de certains régiments de cavalerie et d'artillerie. Dans l'Empire allemand, il a été utilisé par des unités d'élite telles que les troupes prussiennes Leibhusaren pendant la Première Guerre mondiale. Dans ses premières utilisations, le Totenkopf symbolisait l'inévitabilité de la mort, servant d'avertissement et de moyen d'inspirer la peur et l'obéissance. Il transmettait des messages de danger et de présence d'une force létale. Dans le contexte de la SS, Heinrich Himmler a adopté ce symbole pour associer son corps au récit historique de la loyauté inébranlable et de la dureté. Sous le régime nazi, cependant, le Totenkopf a pris une connotation beaucoup plus malveillante, représentant la nature mortelle de la SS et son rôle dans l'extermination de millions de personnes. D'un point de vue psychologique, le Totenkopf a été utilisé par les SS pour inspirer la peur et affirmer leur domination. L'image du crâne était un rappel constant et sinistre de la volonté des SS de causer la mort au nom de la cause nazie. Ce symbolisme n'est pas passé inaperçu pour ceux qui l'ont rencontré, car le Totenkopf est devenu synonyme de terreur et d'inhumanité dans les camps de concentration. Pour les prisonniers et les personnes soumises à l'occupation nazie, l'emblème représentait la cruauté et la mortalité imposées par le régime. C'était un rappel quotidien de l'idéologie nazie centrée sur la pureté raciale et l'élimination impitoyable de ceux jugés indignes de vivre. Intimidés, les uniformes nazis, les symboles et autres caractéristiques esthétiques ont joué un rôle essentiel dans la diffusion de la propagande nazie, agissant comme un vecteur qui propage une maladie. Dans ce système, les uniformes ont joué un rôle particulièrement important dans la promotion des valeurs nazies, telles que la Volksgemeinschaft et la Gleichschaltung. La Volksgemeinschaft, terme allemand signifiant communauté du peuple, était un pilier central de l'idéologie et de la propagande nazie, visant à promouvoir une identité nationale unifiée au sein de la population allemande, basée sur la race, l'héritage et l'idéologie. L'idée était de transcender les différences de classe, les divisions religieuses et les loyautés régionales pour créer une société uniforme et homogène, unie par les principes nazis. La Gleichschaltung, quant à elle,
désigne le processus par lequel le régime nazi a établi un système de contrôle totalitaire sur l'État allemand, la culture, l'économie et d'autres domaines de la vie sociale. En encourageant le port d'uniformes, les nazis ont réussi à effacer les identités individuelles, à réduire les différences entre les citoyens allemands et, en fin de compte, à créer une société soumise. C'est pour ces raisons que les nazis ont accordé une grande attention à la conception des uniformes afin qu'ils servent non seulement de vêtements, mais aussi de symboles du pouvoir et de l'idéologie du régime. Les uniformes se sont donc généralisés à l'ensemble de la population, chaque groupe social ayant le sien, du service du travail du Reich à l'armée, Wehrmacht, et aux fameuses unités SS, en passant par les jeunesses hitlériennes. L'importance de l'uniforme dans l'esthétique nazie se reflète dans le fait qu'ils ont conçu un document appelé Organisationsbuch der NSDAP, livre d'organisation du Parti national-socialiste, qui normalisait tous les uniformes et accessoires nazis. Ce guide, créé par Robert Ley, détaillait les spécifications exactes des différents uniformes, drapeaux, bannières et autres accessoires du parti. Tout comme les marques de mode utilisent des guides de style pour maintenir une image cohérente, le livre de Ley fournissait des instructions claires et des illustrations montrant comment les uniformes devaient être portés et présentés, reflétant l'accent mis par le régime sur la discipline et l'unité. Ley, qui dirigeait le front du travail allemand et était le chef de l'organisation du parti nazi, s'est servi de ce livre pour inculquer une identité standardisée à l'ensemble du parti. Publié en 1917, ce manuel de 678 pages était plus qu'un guide. C'était un outil essentiel pour créer la Volksgemeinschaft, dictant un style uniforme à maintenir lors de tous les événements du parti et des apparitions publiques. En détaillant la manière de porter correctement les symboles et les uniformes du parti, le Organisationsbuch de Ley garantissait que chaque membre du parti affichait une image cohérente et contrôlée qui renforçait les valeurs et l'autorité du régime lors de chaque réunion publique et événement officiel. Dans toute la palette des uniformes nazis, les plus impressionnants sont sans doute ceux de la Wehrmacht et de la SS. Contrairement à une idée reçue, ces derniers n'ont pas été dessinés par Hugo Boss, mais par Karl Diebitsch, SS et artiste, en collaboration avec le graphiste Walter Eck. Tous deux ont joué un rôle crucial dans la création de l'impact visuel de l'uniforme SS, qui n'a été produit par la société Hugo Boss qu'à partir de la fin de l'année 1932. En concevant l'uniforme SS, Diebitsch et Heck ont cherché à évoquer un mélange d'admiration et de crainte, renforçant le rôle des SS en tant que protecteurs du Führer et de l'État nazi. L'uniforme SS se distinguait par sa couleur noire profonde, qui contrastait fortement avec le gris de la Wehrmacht. La couleur noire a été choisie parce qu'elle est associée au pouvoir et à l'autorité, différenciant ainsi les SS en tant que force d'élite au sein du régime nazi. Les éléments de l'uniforme SS comprenaient de larges revers et une veste qui ressemblait à un blazer plutôt qu'à une tunique militaire traditionnelle. Cette conception permettait de porter une chemise à col marron ou blanc et une cravate noire, éléments empruntés aux premiers uniformes de la Sturmabteilung, SA. Les insignes sur les uniformes SS, comme les runes SS sur le col droit, identifient la division du porteur au sein de la SS, Waffen-SS ou Allgemeine SS. L'uniforme SS comportait plusieurs éléments mineurs qui renforçaient son aspect intimidant. L'ajout le plus notable est sans aucun doute le brassard rouge à croix gammée sur le bras gauche de la veste SS, un contraste frappant avec l'uniforme noir qui sert à mettre en évidence le symbole et les couleurs du parti nazi. L'uniforme comportait également des bottes hautes en cuir noir riche qui contribuaient à rehausser la stature du porteur. Elle rappelait celle portée par la cavalerie prussienne des hussards, reliant ainsi visuellement et idéologiquement les SS aux traditions militaires allemandes vénérées. Ce lien inscrivait l'uniforme dans un récit plus large de l'héritage allemand, associant l'élégance militaire traditionnelle à la modernité du régime nazi. Les uniformes de la Wehrmacht, bien que de structure similaire à ceux des SS, comportaient moins d'ornements symboliques. La couleur gris foncé était moins imposante que le noir des uniformes SS, se concentrant davantage sur la fonctionnalité que sur l'affichage idéologique. La couleur, tout comme l'ensemble de la conception, est héritée d'époques antérieures et est enracinée dans les traditions militaires prussiennes et allemandes. Toutefois,
Des éléments tels que l'insigne de casquette argentée représentant l'aigle avec une croix gammée véhiculaient encore l'esthétique nazie omniprésente. Les uniformes nazis frappants ont joué un rôle psychologique important dans le Troisième Reich, servant d'outil de propagande à grande échelle sans avoir recours à des sources évidentes telles que le cinéma ou la radio. Leur conception et leur omniprésence ont désindividualisé la population allemande, incorporant subtilement les idéaux nazis dans la vie quotidienne et renforçant le pouvoir du régime à chaque apparition publique. Cette propagation silencieuse a permis aux nazis de se concentrer sur d'autres formes de médias, assurant un flux promotionnel constant et multiforme. Cependant, les uniformes étaient aussi des outils d'intimidation. Heinrich Himmler lui-même a reconnu que l'uniforme SS était conçu pour inspirer une telle peur qu'il pouvait provoquer des maladies chez les spectateurs. La double nature de l'uniforme nazi, sa capacité à inspirer à la fois la terreur et l'admiration, a souligné son efficacité en tant qu'élément de propagande au sein de la machine nazie. Ce mélange de peur et d'élégance a fait de l'uniforme un puissant symbole de l'idéologie nazie, influençant à la fois le moral de ceux qui le portaient et la perception de ceux qui le voyaient. Aujourd'hui encore, l'héritage de l'uniforme nazi persiste, témoignant de sa conception et de son impact psychologique, continuant à susciter de fortes réactions émotionnelles et servant de rappel de l'esthétique nazie profondément mêlée à la brutalité. L'art de la persuasion, les affiches de propagande dans l'esthétique nazie. Comme nous pouvons le constater, le design a joué un rôle crucial dans l'établissement de l'esthétique nazie en tant que moyen clé de leur propagande. Si les symboles et les uniformes étaient des outils de propagande silencieux et indirects, les nazis ont utilisé des moyens assez directs pour diffuser leur message politique. Il s'agit des affiches, un autre trait distinctif de l'esthétique nazie. La propagande nazie, par le biais d'affiches, était un outil puissant utilisé pour cultiver des idéaux d'unité, de force et d'antisémitisme au sein de la population allemande. Sous la supervision du ministère des Lumières et de la propagande dirigé par Joseph Goebbels, les affiches étaient principalement conçues sur le thème de l'unité. Elles représentaient des groupes d'individus aryens idéalisés, forts, sains et masculins, travaillant ensemble dans des contextes agricoles, industriels ou familiaux. Ces images avaient pour but d'encourager un sentiment d'identité collective et d'objectif chez les Allemands, en présentant la nation comme un front uni de citoyens capables et harmonieux. Les affiches montrant des soldats ou des travailleurs dans un effort coordonné renforçaient le message selon lequel la force n'était pas seulement physique, mais découlait également de l'unité nationale. Outre la promotion des vertus nazies, les affiches ont également servi à la propagande antisémite. Par le biais de l'art de l'affiche, les nazis ont déshumanisé les juifs et les autres minorités, les présentant comme des menaces pour la pureté et la sécurité de l'État allemand. Des caricatures acerbes et effrayantes dépeignent les juifs avec des traits exagérés et dans des contextes péjoratifs, intensifiant ainsi le sentiment public à leur encontre et justifiant les politiques discriminatoires du régime, voire le génocide. Ces affiches étaient directes dans leur message et conçues pour susciter la peur et un sentiment de répulsion. Les affiches ont également joué un rôle crucial dans la promotion du militarisme et des politiques expansionnistes du Lebensraum, l'espace vital allemand. Les images vivantes de soldats allemands héroïques et les scènes dramatiques de triomphes militaires étaient courantes, glorifiant la guerre et le sacrifice pour la patrie. Cette propagande soutenait les objectifs agressifs de la politique étrangère du régime et préparait la population à l'inévitabilité de la guerre et de la conquête. L'impact psychologique de ces affiches était important. L'adhésion constante à ces thèmes et images a aidé les nazis à inculquer les messages souhaités dans la conscience publique, alignant l'opinion publique sur leurs objectifs. Cependant, ce ne sont pas seulement les thèmes et les images qui ont aidé les nazis à atteindre leurs objectifs de propagande. La conception des affiches est tout aussi importante. La simplicité de la conception des affiches, par exemple, était cruciale pour la diffusion rapide des messages du parti. Les messages clairs qu'elles envoyaient ne laissaient aucune place à la contemplation ou au débat. Les visuels étaient directs et comprenaient souvent des figures héroïques fortes et des représentations claires et menaçantes des ennemis, de sorte que le spectateur pouvait facilement saisir l'idée des bons et des méchants. En outre,
L'élément omniprésent de l'art de l'affiche était la croix gammée, qui rappelait constamment la présence et le pouvoir des nazis. La palette de couleurs a été délibérément choisie pour obtenir le meilleur impact psychologique. Les rouges évoquent la force et l'agressivité, les noirs le pouvoir et l'autorité et les blancs la pureté et l'unité. Cette utilisation de la couleur a permis non seulement de capter l'attention, mais aussi de provoquer des réactions émotionnelles adaptées aux objectifs nazis. Sur le plan artistique, la propagande nazie s'est inspirée d'éléments de mouvement tels que le futurisme, qui mettait l'accent sur la vitesse, la technologie et la vigueur de la jeunesse, et l'expressionnisme, connu pour son utilisation de couleurs vives et son exagération émotionnelle. Ces styles ont été adaptés pour créer un sentiment de dynamisme et d'urgence émotionnelle qui a fait appel au sentiment public, encourageant le nationalisme et le militarisme. Les styles et techniques artistiques des affiches nazies ont joué un rôle essentiel dans leur efficacité en tant qu'outil de propagande. En combinant des images simples et austères avec des couleurs vives et en s'inspirant des tendances artistiques contemporaines, les nazis ont créé une esthétique distinctive qui était à la fois frappante et manipulatrice. Ces affiches ont non seulement façonné l'opinion publique, mais elles ont également illustré le pouvoir des arts visuels dans la propagande politique, laissant un impact durable sur le rôle de la conception graphique dans la formation des idéologies sociales. La typographie a également joué un rôle crucial dans l'efficacité de la propagande nazie, en renforçant l'impact des messages véhiculés par les affiches. Les nazis ont soigneusement utilisé la typographie pour communiquer leurs messages idéologiques avec force et clarté, en employant des polices de caractère spécifiques qui correspondaient à leurs valeurs esthétiques et à leurs objectifs de propagande. La principale police de caractère utilisée dans les premiers temps de la propagande nazie était la fracture. Cette police, caractérisée par ses formes ornées et complexes, a été adoptée par le régime nazi comme symbole de l'identité nationale et de l'héritage culturel allemand. En fait, les polices fractures ont une longue histoire dans l'imprimerie allemande et sont communément associées à la tradition germanique. Cependant, en 1941, le ministre de la propagande Joseph Goebbels a publié un décret interdisant l'utilisation de la fracture et d'autres écritures similaires en raison de leur origine juive. La fracture a été remplacée par Antiqua, une police moderne et internationalement populaire. Ce changement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Goebbels pour moderniser et uniformiser la présentation visuelle des documents du régime nazi. L'uniformité des thèmes, de la conception et de la typographie des affiches a renforcé la marque nazie, garantissant que chaque message soit immédiatement reconnaissable et attribué au régime. L'utilisation cohérente de ces éléments a contribué à créer une identité visuelle distinctive qui a joué un rôle important dans la machine de propagande nazie. Manipulation. Le rôle du cinéma dans la propagande nazie. Contrairement à leur idéologie régressive et destructrice, les nazis étaient plutôt progressistes en termes de médias et de propagande. Ils ont été parmi les premiers à reconnaître le potentiel du film en tant que puissant moyen de communication de masse. Dès leur arrivée au pouvoir en 1933, ils ont rapidement commencé à subvertir l'industrie cinématographique existante pour servir leurs objectifs idéologiques. Le ministère de la propagande, dirigé par Joseph Goebbels, a pris le contrôle de l'ensemble du processus cinématographique, du contenu des films à leur distribution et à leur projection. Les cinéastes sont contraints de produire des œuvres conformes à l'idéologie nazie, sous peine de censure ou d'interdiction pure et simple s'ils ne s'y conforment pas. Une fois l'industrie cinématographique entre leurs mains, les nazis ont commencé à créer des films à haute valeur de production et à fort attrait émotionnel pour capter l'intérêt du public. Les films de propagande se caractérisent souvent par une musique entraînante, des images impressionnantes et des récits qui résonnent avec les thèmes allemands communs de l'héroïsme et de la lutte. Les jeunes étaient une cible privilégiée de la propagande cinématographique nazie. Les nazis ont produit des films spécialement conçus pour attirer la jeune population allemande. L'objectif de ces films était d'endoctriner les jeunes avec les idéaux nationaux socialistes dès leur plus jeune âge. Les jeunesses hitlériennes étaient fréquemment mobilisées pour assister aux projections, qui étaient présentées comme des devoirs à la fois éducatifs et patriotiques. Mais comment les nazis ont-ils utilisé le cinéma pour façonner l'opinion publique ?
Le cinéma nazi s'appuyait fortement sur le montage pour créer des séquences puissantes et chargées d'émotions qui soulignaient la force et l'unité du Reich. Le cadrage héroïque était une technique cruciale utilisée pour idéaliser les personnages clés, principalement Adolf Hitler et d'autres dirigeants nazis. L'utilisation de contrastes marqués dans l'éclairage et la composition a permis de dramatiser le récit et d'établir des distinctions claires entre la supériorité supposée des Allemands représentés et l'infériorité de leurs ennemis. De même, ils ont présenté le bien contre le mal, l'ordre contre le chaos, tout en soulignant la supériorité morale et raciale présumée des Aryens. Un film emblématique de l'opus cinématographique nazi est Triumph des Willens, Triomphe de la volonté, de Leni Riefenstahl. Ce film, qui documente le congrès du parti nazi de 1934 à Nuremberg, présente un certain nombre de techniques cinématographiques destinées à glorifier Adolf Hitler et le parti nazi. En utilisant des mouvements de caméra dynamiques, tels que des vues aériennes et des plans en mouvement, Riefenstahl a créé une perspective puissante des rassemblements nazis, donnant l'impression d'un pouvoir immense et d'un ordre impeccable. En outre, le film utilise le montage avec un effet puissant, superposant des images de foules disciplinées et enthousiastes avec des discours énergiques de dirigeants nazis, le tout pour renforcer les thèmes de l'unité et de la force. Une caractéristique notable du film est le cadrage héroïque d'Hitler, souvent représenté en contre-plongée pour le faire paraître plus grand et plus dominant, renforçant ainsi sa stature mythique. Un exemple de film destiné à la jeune population allemande est Der Hitlerjunge Quecks, réalisé par Hans Steinhoff. Ce film explore la vie et les sacrifices d'un jeune homme nommé Quecks qui rejoint les jeunesses hitlériennes, allant à l'encontre des souhaits de ses parents communistes. La structure narrative du film est soigneusement conçue pour provoquer de fortes réactions émotionnelles chez le public, en soulignant l'engagement et le sacrifice ultime du jeune homme comme une glorification des jeunesses hitlériennes. Le film utilise des contrastes frappants entre la lumière et l'obscurité pour symboliser le conflit entre le nazisme, présenté comme éclairé et vertueux, et le communisme, montré comme sombre et malveillant. Avec Triumph des Willens et Der Hitlerjunge Quecks, le régime a démontré sa manipulation sophistiquée du film en tant qu'outil puissant d'endoctrinement idéologique. Cependant, comme pour les affiches, les nazis ont utilisé les films non seulement pour promouvoir leurs valeurs, mais aussi pour répandre la haine. Le film Der ewige Jude, le Juif éternel, est un excellent exemple de l'utilisation du cinéma par le régime nazi pour propager son idéologie antisémite et susciter la peur et la haine des Juifs au sein de la population allemande. Spectacle de suprématie, les grands rassemblements du parti nazi. Revenant à Leni Riefenstahl et à sa représentation du pouvoir nazi et de la suprématie à travers les rassemblements publics. Les rassemblements nazis, des événements méticuleusement chorégraphiés, ont joué un rôle crucial dans la formation d'une identité nationale unifiée parmi les Allemands. Ces rassemblements étaient conçus comme des spectacles visant à émouvoir profondément le public et à assurer sa loyauté absolue à Adolf Hitler et au parti nazi. En tant que tels, les rassemblements publics étaient sans aucun doute l'un des aspects les plus reconnaissables de l'esthétique nazie. L'une des stratégies clés de ces événements était la mobilisation massive de la population combinée à un appel émotionnel fort. À travers les rassemblements publics, les nazis ont mobilisé le public pour obtenir son soutien, notamment lors de leur ascension au pouvoir. Ces rassemblements se caractérisaient par une organisation à grande échelle et visaient à résonner émotionnellement avec les participants par des marches théâtrales et des discours puissants. Avec le temps, les rassemblements nazis sont devenus bien plus que de simples événements politiques. Après l'arrivée des nazis au pouvoir, ils se sont transformés en réunions manipulant les émotions des masses dans le but de favoriser une identité collective forte alignée sur les valeurs nazies. Les plus formidables de ces rassemblements furent les rassemblements de Nuremberg, organisés annuellement sur le site du parti à Nuremberg. Ces événements étaient des spectacles de masse conçus pour montrer la puissance et l'unité du parti nazi et, en tant que tels, étaient essentiels aux efforts de propagande des nazis. Les rassemblements se tenaient dans des structures monumentales spécialement conçues pour ces événements par Albert Speer, l'architecte en chef de Hitler, et plus tard ministre de l'Armement et de la Production de guerre.
Parmi les structures qu'il créa pour la cause, il y avait le champ Zeppelin et la salle des congrès, des lieux gigantesques pour accueillir des milliers de personnes et créer une sensation écrasante de grandeur. La chorégraphie des rassemblements de Nuremberg était orchestrée dans les moindres détails. Des formations massives de membres des SA, des SS et des jeunesses hitlériennes se déplaçaient selon des motifs précis, formant souvent des symboles tels que la croix gammée ou d'autres emblèmes du parti. Ces démonstrations n'étaient pas seulement des spectacles de discipline et d'unité, mais elles renforçaient également les messages du parti par le biais du symbolisme visuel. Les mouvements et les formations précises servaient à désindividualiser les participants, les fusionnant en une entité unique et unifiée représentant l'idéologie nazie. L'efficacité et l'ordre des rassemblements envoyaient également un message de supériorité et de capacité gouvernementale, consolidant davantage l'image du régime comme dirigeant légitime et capable de l'Allemagne. Pour renforcer encore davantage l'élément nazi, les rassemblements se caractérisaient par l'utilisation extensive des symboles nazis. La croix gammée, les aigles et les runes des SS étaient omniprésents sur les drapeaux, les bannières et les vêtements des participants. Ces symboles étaient stratégiquement placés dans la chorégraphie pour maximiser la visibilité et l'impact. Par exemple, de grandes croix gammées étaient souvent le fond de la plateforme d'où Hitler parlait, renforçant son association avec le pouvoir et la sacralité du parti. L'éclairage jouait également un rôle important dans ces événements, notamment par l'utilisation d'effets connus sous le nom de cathédrale de lumière. Cet effet était réalisé en positionnant des projecteurs anti-aériens autour du terrain du rassemblement pour projeter de puissants faisceaux de lumière verticalement vers le ciel nocturne. En plus d'illuminer la zone, l'effet créait un environnement visuellement impressionnant qui suggérait une grandeur céleste. En effet, les rassemblements de Nuremberg étaient des leçons magistrales de propagande, conçues pour étonner, inspirer et intimider. Grâce à une planification minutieuse de la mise en scène, à l'utilisation innovante de l'éclairage, à une chorégraphie disciplinée et à un symbolisme stratégique, ces événements projetaient l'image d'un mouvement cohérent et imparable sous la direction de Hitler. De cette manière, les rassemblements véhiculaient la puissance du parti nazi et renforcèrent le culte de la personnalité autour d'Adolf Hitler. Les rassemblements de Nuremberg furent un outil puissant utilisé par le régime nazi pour rassembler du soutien pour leur cause, mais aussi pour intimider leurs opposants, les rendant ainsi des pierres angulaires de leur contrôle sur l'Allemagne. Un triomphe mis en scène. Les Jeux olympiques nazis de 1936, le plus grand spectacle organisé par les nazis pour promouvoir leur gouvernement, fut sans doute les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques de 1936 à Berlin, souvent appelés les Jeux olympiques nazis, étant l'un des plus grands événements sportifs du monde, furent un outil significatif de propagande pour le régime nazi. Ces Jeux furent utilisés pour montrer l'Allemagne récemment revitalisée sous le gouvernement nazi à la communauté internationale, tentant de présenter une société pacifique et progressiste, malgré les agendas oppressifs et militaristes qui se cachaient sous cette image idéaliste. La cérémonie d'ouverture fut le point culminant de l'effort nazi pour se présenter comme les leaders du Nouveau Monde. Elle eut lieu dans le stade olympique de Berlin récemment construit, spécialement pour les Jeux olympiques de 1936. L'Olympiastadion était un grand spectacle architectural conçu pour accueillir environ 100 000 spectateurs. Sa structure imposante était destinée à servir d'emblème délibéré du pouvoir du Troisième Reich. Bien que le stade ait été conçu par Werner Marsch suivant un plan initialement lancé par son père, Otto Marsch, Adolf Hitler participa personnellement à sa construction. Hitler exigea des changements dans les plans originaux en insistant sur un design similaire à l'échelle monumentale et à l'esthétique classique des civilisations anciennes. Le design du stade s'inspirait largement des architectures grecques et romaines anciennes. Ce fut un choix stratégique avec l'intention de lier le régime nazi à ces civilisations vénérées. La construction du stade fut pleine de défis, notamment en ce qui concerne la disponibilité du calcaire, sélectionné pour ses liens symboliques avec le nationalisme allemand. De plus, les nazis imposèrent des régulations strictes du travail, insistant pour n'employer que des travailleurs allemands de descendance aryenne claire. Pour ces raisons, le projet fit face à des retards significatifs et des dépassements de coûts,
coûtant finalement bien plus que ceux qui avaient été initialement projetés. Malgré ces défis, l'achèvement du stade fut établi comme une priorité pour le régime nazi. Après 2 ans de travail acharné, il fut terminé juste à temps pour la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture fut un spectacle unique en son genre. Elle mêla l'esprit olympique traditionnel à une propagande nazie effrontée, créant un spectacle puissant qui résonna tant au niveau national qu'international. L'introduction du relais de la flamme olympique comme nouvelle tradition eut un poids idéologique significatif. Il fut conçu par Karl Diem, un administrateur sportif allemand, pour symboliser une connexion entre les anciens Jeux olympiques grecs et l'Allemagne moderne. De cette manière, les nazis suggérèrent une continuité culturelle et raciale, alignée avec leurs idéaux de pureté et de suprématie aryenne. Ce moment fut encore renforcé par l'utilisation de motifs classiques tout au long des cérémonies olympiques. La cérémonie d'ouverture et la chorégraphie présentée avaient également pour objectif de projeter l'Allemagne nazie comme une force formidable et disciplinée. Des milliers de colombes furent lâchées, suivies de grandioses performances musicales, conçues pour susciter l'admiration et le respect pour la compétence organisationnelle du régime. La musique et la chorégraphie étaient essentielles, avec des compositions qui éveillaient des sentiments nationalistes et des performances de groupe qui montraient l'unité et la force du peuple allemand sous le régime nazi. En outre, les représentations théâtrales et dramatiques au sein des cérémonies représentaient des thèmes de lutte et de victoire, reflétant l'accent nazi sur le triomphe à travers le conflit. Ces représentations étaient chargées de messages glorifiant le sacrifice et l'héroïsme et résonnaient avec les ambitions militaristes et idéologiques du régime. Même la cérémonie de serment des athlètes était chargée de symbolisme nazi. Les athlètes juraient fidélité non seulement à l'esprit olympique, mais sous les auspices des drapeaux nazis, liant visuellement les Jeux à l'agenda nazi. En plus de présenter leurs formidables compétences organisationnelles lors de la cérémonie d'ouverture, les nazis visaient à utiliser les Jeux olympiques pour démontrer la suprématie aryenne, en présentant les athlètes allemands comme des exemples de leur race. La prouesse physique et compétitive de ces athlètes était censée servir de preuve des théories raciales promues par l'idéologie nazie. Cependant, cette narration fut profondément remise en question par les performances d'athlètes non-aryens, notamment le sprinter afro-américain Jesse Owens qui remporta 4 médailles d'or. Les exploits remarquables de Jesse Owens contredisaient fortement les affirmations nazies de supériorité raciale. Plus que de simples victoires personnelles, essais et triomphes dans les 100 mètres, 200 mètres, sauts en longueur, et le relais 4 fois 100 mètres symbolisait une négation des idéologies racistes de la nation hôte. Malgré les tentatives du régime de minimiser ces réalisations, les performances d'Owens furent largement célébrées, faisant de lui un symbole de résistance contre les doctrines raciales oppressives des nazis. En dépit de l'échec à présenter les Allemands comme une race supérieure, les Jeux olympiques de Berlin de 1936 furent un triomphe de propagande pour le régime nazi. Ils présentèrent une image accueillante et puissante de l'Allemagne. À travers une approche multifacette qui incluait un usage extensif des médias, du symbolisme culturel et des événements publics, les nazis manipulèrent les perceptions de leur régime tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Les Jeux olympiques aidèrent les nazis à détourner l'attention mondiale de leur politique plus sinistre qui allait bientôt plonger le monde dans le chaos. Monument du pouvoir, l'architecture nazie. En mentionnant le grandiose Olympiastadion, nous arrivons au chapitre suivant de l'histoire de l'esthétique nazie, l'architecture. Pour les nazis, c'était bien plus que l'art de construire des bâtiments. L'architecture était également utilisée pour exprimer l'idéologie du régime, et plus important encore, la grandeur et le pouvoir du Troisième Reich. L'architecture nazie se caractérisait par sa grande échelle et son design monumental. Les architectes nazis utilisaient des styles architecturaux classiques, inspirés des conceptions antiques romaines et grecques. Ce style se distinguait par l'ordre, la symétrie et une esthétique classique que Hitler admirait profondément. C'est précisément à travers ces caractéristiques que les nazis voulaient exprimer les principes de leur régime. Les réalisations architecturales les plus importantes de l'ère nazie, comme la chancellerie du Reich et le projet planifié de Germania, devaient servir de représentation physique de la vision nazie d'un nouvel ordre mondial. À l'origine construite à la fin du XIXe siècle,
La chancellerie du Reich à Berlin était la résidence officielle et le bureau du chancelier d'Allemagne. Lorsqu'il arriva au pouvoir, Adolf Hitler décida d'agrandir et de redessiner radicalement la chancellerie pour qu'elle puisse mieux symboliser la puissance du régime nazi. Comme tous les projets architecturaux nazis importants, celui-ci fut également supervisé par Albert Speer. Les travaux de construction commencèrent en 1938 et, en raison de l'urgence de la situation, furent achevés en moins d'un an. La nouvelle chancellerie était vaste et imposante, s'étendant sur un pâté de maisons entier avec une longue galerie de 480 mètres. Elle était conçue pour impressionner tant le public allemand que les dignitaires étrangers. Le style architectural était fortement influencé par un néoclassicisme simplifié, emblématique de la force et de l'ordre. Ce style était en accord avec la préférence nazie pour les esthétiques classiques qu'il privilégiait par rapport au style moderniste qu'il méprisait comme dégénéré. Pour transmettre luxe et puissance, des matériaux de haute qualité tels que le marbre et l'or furent utilisés. Les intérieurs étaient richement décorés de tapisseries, de sculptures et de peintures, évoquant des thèmes germaniques et teutoniques. Le design et la décoration étaient chargés de symboles de l'idéologie nazie. Chaque aspect du design de la chancellerie fut élaboré pour communiquer la force et la légitimité du gouvernement nazi. La nouvelle chancellerie était destinée à durer 1000 ans, reflétant l'aspiration des nazis au Reich de 1000 ans. C'était un message clair de l'intemporalité et de la force inébranlable du régime. La grandeur de la chancellerie du Reich, cependant, ne se comparait pas au projet Germania. Officiellement désigné comme Welthauptstadt Germania ou Capitale mondiale Germania, c'était une vision audacieuse de planification urbaine destinée à transformer Berlin en l'épicentre mondial du régime nazi. Dirigée par Adolf Hitler et Albert Speer, cette initiative visait à démontrer le pouvoir et l'impact durable du gouvernement nazi. Leur rêve était de créer une zone urbaine plus grande et plus belle que n'importe quelle capitale existante dans le monde. Formulé peu après que Hitler soit devenu chancelier en 1933, le projet était prévu pour être achevé vers 1950. Le cœur de Germania serait marqué par des structures monumentales comme la Volkshalle ou salle du peuple, conçue pour accueillir plus de 180 000 personnes. Cette énorme coupole, ainsi que l'Arc de Triomphe, prévu pour être environ 3 fois la taille de l'Arc de Triomphe de Paris, étaient destinés à glorifier les victoires de l'armée allemande sous le régime nazi. La conception de la ville incluait également de larges avenues inspirées de l'architecture classique romaine, destinées aux grands défilés militaires. Ce design soulignait une disposition rigide et symétrique mettant en avant l'ordre et l'autorité. Germania était plus qu'un projet de développement urbain. C'était un symbole puissant de l'idéologie nazie, représentant des idéaux de pureté, d'ordre et de domination. De plus, Germania était conçu pour inculquer la fierté nationale, offrant au peuple allemand une capitale qui serait l'envie du monde et pour renforcer l'héritage de Hitler en pierre et en acier. En essence, le projet Germania épitomisait la mégalomanie du régime nazi. Il reflétait sa vision totalitaire qui priorisait le splendeur architectural et urbanistique au-dessus des considérations pratiques, éthiques et humanitaires. Malheureusement pour les nazis, le projet Germania resta un rêve. Bien que certains projets comme le bâtiment du ministère de l'Aviation, le plus grand bâtiment de bureau d'Europe à l'époque, et le stade olympique aient été achevés, les éléments les plus grandioses de Germania ne furent jamais réalisés en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Au final, l'échelle surambitieuse du projet et son abandon ultérieur demeurèrent comme un monument à la nature insoutenable et destructrice des ambitions nazies. Ce projet démontre comment l'architecture fut utilisée comme un outil puissant de l'esthétique et de la propagande nazie. L'architecture visait à faire en sorte que les individus se sentent petits et accablés, augmentant ainsi leur dépendance psychologique vis-à-vis du régime. Cette approche était également destinée à impressionner les dignitaires étrangers et le public allemand avec la puissance de l'État nazi, renforçant l'image du régime tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. L'endoctrinement artistique, les beaux-arts au service de la tyrannie, l'esthétique nazie s'est étendue à tous les aspects de la société allemande, de la politique, en passant par le cinéma et le sport, jusqu'à l'architecture. Dans cet effort pour envelopper tout et tout le monde en Allemagne dans le manteau de l'idéologie nazie, les beaux-arts occupaient une place spéciale. Comme vous pourriez l'avoir deviné,
Dans l'Allemagne nazie, l'art ne concernait pas l'expression artistique. Il était simplement un autre outil de propagande étatique et d'endoctrinement culturel. Comme pour tout le reste, le régime nazi a adopté une approche pratique pour contrôler la direction de l'art et l'expression des artistes afin de les aligner étroitement sur ses objectifs idéologiques. L'obsession personnelle d'Adolf Hitler pour l'art n'a fait que contribuer à l'implication du régime dans les politiques culturelles. Cela a conduit à la promotion d'un art qui glorifiait la race aryenne et dépeignait des visions idéalisées de la vie allemande. Pendant l'ère nazie, la sculpture a émergé comme un moyen fondamental pour promouvoir et exemplifier les idéaux de supériorité physique et de pureté aryenne. Le mouvement artistique dominant de cette période, connu sous le nom de réalisme héroïque, se caractérisait par ces représentations exagérées et idéalisées de la forme humaine. Le seul objectif de ces représentations était d'incarner les vertus supposées de la race aryenne. Des figures centrales de ce mouvement furent des sculpteurs tels qu'Arno Breker et Joseph Thorac. Les œuvres de Breker, comme Préparation et Le Parti, sont les meilleurs exemples de réalisme héroïque. Ces sculptures, marquées par leurs formes musculaires exagérées et leurs traits idéalisés, étaient conçues pour symboliser la force, la discipline et la préparation, des qualités très appréciées par l'idéologie nazie. De même, les œuvres de Joseph Thorac, telles que Camaraderie, présentaient de grandes figures masculines musclées qui exprimaient vivement les aspirations raciales et culturelles du régime nazi. Camaraderie a même obtenu une reconnaissance internationale à l'Exposition universelle de Paris en 1937. Cependant, si quelqu'un voulait vraiment voir ce qu'était l'art nazi, il devait visiter la grande exposition d'art allemand. Initiée sous le commandement direct d'Adolf Hitler, la première série d'expositions annuelles d'art eut lieu à Munich, en Allemagne, en 1937, dans la Maison de l'Art allemand nouvellement construite, un lieu qui incarnait les idéaux architecturaux et artistiques nazis. L'exposition inaugurale était une déclaration claire de ce qui était considéré comme acceptable et désirable dans l'art nazi, présentant principalement des œuvres qui promouvaient des thèmes traditionnels, héroïques et autres qui s'alignaient avec les valeurs nazies. Les œuvres d'art exposées dans les expositions étaient sélectionnées selon des critères rigoureux qui privilégiaient la beauté classique, la pureté raciale, le paysage allemand et le style de vie allemand. Hitler inspectait lui-même les propositions et les œuvres d'art qui ne répondaient pas à ces normes exigeantes ou aux exigences idéologiques du régime étaient immédiatement rejetées. Avec le temps, les expositions gagnèrent en popularité et en envergure, devenant ainsi un excellent outil de propagande pour démontrer ce que les nazis considéraient comme une renaissance de l'art allemand. Elles jouèrent également un rôle crucial dans la définition des carrières des artistes en Allemagne, où beaucoup, alignés avec les nazis, virent leur réputation et leur visibilité considérablement accrues. La grande exposition d'art allemand est devenue la pierre angulaire de la politique culturelle nazie. Elle a effectivement reconfiguré la scène artistique allemande pour répondre aux objectifs du régime en matière de propagande raciale et culturelle. À travers ces expositions, les nazis ont promu un art accessible et intensément nationaliste. C'était un art conçu pour inculquer la fierté des valeurs aryennes et endoctriner le public. Cependant, aussi important que d'inspirer le public avec un bon art, il était également crucial de l'éduquer sur ce qui était considéré comme un art nuisible. Tel était l'objectif de l'exposition Art dégénéré. L'exposition Entartete Kunst a été inaugurée à Munich le 19 juillet 1937, la même année que la grande exposition d'art allemand. Cette exposition s'est présentée comme son opposé, explicitement conçue pour ridiculiser et discréditer les mouvements d'art moderne tels que le cubisme, le dadaïsme et l'expressionnisme. Dans un sens plus large, c'était la continuation de la campagne initiée par Hitler et Goebbels pour purger les musées et galeries allemands de l'art moderne qu'ils ont étiquetés comme dégénérés. Une commission dirigée par le peintre Adolf Ziegler, avec la collaboration d'historiens de l'art et de directeurs de musées, a confisqué plus de 5000 œuvres d'artistes reconnus comme Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner et Max Beckmann. Les pièces sélectionnées ont été exposées de manière à inciter à la moquerie et à la désapprobation publique. La disposition dans l'ancienne galerie du Hofgarten était organisée de manière non conventionnelle et chaotique.
imitant délibérément les styles des artistes dada que les nazis méprisaient. Les œuvres d'art étaient regroupées avec des étiquettes désobligeantes et des slogans agressifs sur les murs. Les organisateurs cherchaient à provoquer le choc et la répugnance parmi les spectateurs. La catégorisation des œuvres d'art en thèmes tels que « paysans vus par des juifs »,« insulte à la féminité allemande » et « moquerie de Dieu » avait pour but de souligner ce que les nazis considéraient comme l'influence corruptrice de l'art moderne sur les valeurs traditionnelles allemandes. Au final, l'exposition a attiré plus de 2 millions de visiteurs, significativement plus que la grande exposition d'art allemand soutenue par l'État. Quelle qu'en soit la raison, les nazis ont utilisé cette forte affluence comme preuve de l'alignement du peuple allemand avec les politiques culturelles du régime. La grande exposition d'art allemand et l'exposition art dégénéré ont été toutes deux fondamentales pour l'esthétique nazie, montrant ceux qui étaient considérés comme acceptables et ceux qui ne l'étaient pas. À travers ces expositions contrastantes, le régime cherchait à inculquer profondément ces valeurs perverses dans la conscience culturelle allemande, utilisant l'art comme un puissant outil pour influencer les masses. L'histoire de l'esthétique nazie a subi le même sort que l'empire nazi qu'elle servait. Elle est tombée en poussière dans les cendres de l'histoire. Le système, soigneusement conçu pour communiquer la force, la pureté et l'unité, s'est finalement révélé être une façade creuse, construite sur le racisme, le génocide et la guerre. À mesure que le monde découvrait les horreurs commises sous le couvert de cette esthétique, les mêmes symboles, architectures et œuvres d'art qui incarnaient les idéaux nazis ont été rejetés et condamnés. Le processus de dénazification en Allemagne a non seulement dépouillé ces éléments visuels de leur pouvoir nazi, mais a également signifié le démantèlement moral d'une idéologie qui tentait de manipuler les valeurs humaines par l'esthétique. Le monde avait appris une leçon précieuse sur les dangers d'une culture visuelle conçue pour tromper et dominer.